Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Nos 2 centimes. Quelle joie de vous accueillir pour ce nouvel épisode et pour les 3 prochains mois, tous les dimanches à 15 h, pour des nouveaux épisodes. On a travaillé avec l'équipe pour vous proposer des thèmes et des invités de qualité et on a hâte de vous présenter ces épisodes. On continue de discuter des thèmes qui sont chers à nos cœurs sur Nos 2 centimes, la vie affective, la vie amoureuse, sexuelle, le mariage, le célibat, l'amitié et tout ce qui se passe dans nos dedans et dans nos émotions. Donc on est fiers de vous présenter ces nouveaux épisodes et on espère que ça va vous challenger, vous faire réfléchir, vous faire du bien aussi. Je vous souhaite un très bon premier épisode de la saison 7 et je vous souhaite une bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode pour commencer cette saison. C'est la folie, nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous parlons sexualité. Et je suis très contente d'avoir Marion, que vous connaissez bien dans ce podcast. Mais Marion, est-ce que tu veux te présenter parce que ça fait longtemps que tu t'es pas présentée? C'est vrai. Je m'appelle Marion Poujol, j'habite, en Île-de-France dans le 93, dans la très jolie ville de Saint-Ouen-sur-Seine. C'est pas du sarcasme. Et voilà, j'ai 41 ans et je travaille pour les groupes bibliques universitaires. Donc je suis souvent avec des jeunes, moi-même étant quand même un peu jeune, je pense qu'on Oui, a le droit de le dire, merci. on a le droit de le dire. Hem Et donc forcément les jeunes, bah, ils pensent à quoi? À la sexualité. Donc j'estime que ça fait de moi un peu une experte sur la question. Oui, parce qu'on va t'entendre à nouveau dans les experts de fin de saison. Ok, bah excellent. Merci Marion d'être avec nous. On commence direct dans le sujet. Pourquoi Allons-y. est-ce que la sexualité est un sujet dont on parle tant? Hem, je pense on en parle beaucoup dans les médias parce que ça fait vendre et on en parle beaucoup à Agapé, au GBU parce que ça fait venir les étudiants. C'est vrai, c'est On en vrai. parle beaucoup parce que c'est un sujet qui intéresse les gens et pourquoi ça intéresse les gens? Bah, je pense déjà il y a juste nos hormones quoi, le fait qu'on a des pulsions sexuelles et que même à certains moments de la vie, c'est complètement obsédant, ça prend toute la place dans la tête. Donc forcément ça prend aussi la place dans le discours. Mais peut-être un peu plus profondément, je pense que c'est un des trucs qui est vraiment révélateur de notre humanité. Par définition, c'est une connexion à l'autre, c'est la fusion avec l'autre et on est des êtres relationnels et c'est sans doute l'acte le plus relationnel qui peut exister de tous les actes possibles. Donc on est au cœur un peu de ce qui nous définit en tant qu'être humain, notre connexion à l'autre et en même temps, c'est aussi un acte qui est souvent vécu d'une manière excessivement égoïste. Mhm. En tout cas, c'est ce que disent les études et donc on est un peu au cœur de cette ambivalence de qui on est. À la fois, on a envie d'être collé aux autres et à la fois, on est excessivement individualiste et égoïste et je trouve que, particulièrement dans la relation sexuelle, toutes ces choses-là, elles ressortent et ça fait un peu le cœur de notre, je sais pas, de notre expérience en tant qu'être humain et j'imagine que c'est ça qui fait qu'on est tellement obsédé par ça à tous les stades de la vie. À la fois le désir de fusion et à Mhm. la fois le fait que c'est sans doute un des lieux où on peut être le plus égoïste, possible, quoi. Donc, je pense que c'est une des choses qui explique que c'est quelque chose qui traîne et puis c'est aussi, ça c'est mon beau-frère qui dit ça, qui est aussi mon pasteur, qui dit: «C'est un des lieux qui peut à la fois nous rendre le plus heureux et le plus malheureux». Mhm. Le sexe, c'est ce qui Ouais. rend les gens malheureux, beaucoup, mais c'est aussi ce qui peut rendre les gens heureux et donc on n'est jamais dans le on est rarement dans le: «Ouais, le sexe bof». Heu, c'est soit facteur de frustration, de douleur et de colère, soit au contraire facteur de grande excitation. Donc, c'est un peu un lieu du tout et du rien, quoi. Et Mhm. je pense que ça explique pourquoi ça a une telle importance. Mais franchement, si on en parle beaucoup, moi je trouve qu'on en parle surtout mal. Ouais, On en parle super. beaucoup, mais on en parle mal. Déjà, si tu vois un peu justement la façon dont on en parle dans les médias et tout, le but c'est en fait d'exciter, les hormones pour, faire vendre. Et que c'est pas Ouais. du tout d'avoir un discours pour construire la sexualité des gens, pour aider les gens à avoir une vision juste Ouais. de ce qu'est la sexualité. Et même dans nos discussions, que ce soit entre amis ou moi je suis chrétienne, donc d'un point de vue chrétien aussi dans l'église, je trouve que souvent on répète un peu des clichés, ou on répète un peu des préjugés ou des présupposés qu'on a sans vraiment trop les creuser et les remettre en question. Genre on t'explique, depuis petit que c'est indispensable et que c'est génial
et tout d'un coup, hop, tu apprends qu'en fait, il y a des gens qui souffrent beaucoup à cause de la sexualité. Tu te dis: «Mais je comprends pas, je croyais que c'était indispensable et génial» et je trouve que tu as peu de discours vraiment cohérent et qui construit, quoi. Et que souvent, tu as un discours un peu idéaliste qui fait que et quand ils se confrontent à la réalité, ça crée des frustrations. Ou alors tu as un discours hyper dark et très, très noir, surtout dans la nouvelle Ouais. génération, qui fait qu'on a plein, dans la génération Z là, qui se disent, asexués, qui veulent pas avoir de relations sexuelles, ou qui juste sont complètement, déjà abîmés dans leur corps sur cette question, quoi. Qu'on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on en parle très mal. Peut-être moi aussi Moi, d'ailleurs, j'en je parle trouve mal. ça intéressant dans ton discours. Si je peux me permettre, je vais pas partir du principe que bon, moi, je suis chrétienne. Je vais pas partir du principe qu'en tant que chrétien, on a tous envie d'être abstinents jusqu'au mariage. Mais si on considère que dans une pièce où il y a à Agapé, au GBU et dans l'église, il y a plein de célibataires aussi qui donc n'expérimentent pas forcément de relations sexuelles. Et pourtant, ça fascine autant des célibataires qui n'ont pas peut-être de cadre pour expérimenter la sexualité, en tout cas telle qu'elle est prescrite par l'Église et la Bible. Du coup, je me demande pourquoi même en tant que célibataire, alors que ça semble pas être quelque chose qui est à notre portée immédiatement, si on en a choisi l'abstinence, hein, pourquoi est-ce que on en parle autant? Je pense parce que ça dit des choses sur nous en tant qu'êtres humains, quand même. Même si on n'a Ouais, pas de relation sexuelle avec nos organes sexuels, on est des êtres sexués et donc la sexualité, même si on vit pas de relations sexuelles, ça dit quand même quelque chose sur notre ouais, humanité et donc on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre corps, on a besoin de discuter et puis il y a toujours ce désir de fusion, même si tu le même si tu le vis pas et il y a quand même un petit peu ce désir de comprendre et puis il se passe des choses dans ton corps même si tu es pas célibataire. ouais, Il même y a si quand t'es même célibataire. une Ouais. sexualité qui ne se vit pas dans des relations sexuelles, mais il y a quand même une sexualité. Les célibataires, ils sont pas asexués, hein. Mhm. Donc il y a bien des choses qui se passent dans leur tête et dans leur corps par rapport à ça et peut-être justement, c'est un des trucs qu'on devrait assumer, que la sexualité, c'est pas que pour les gens qui ont des relations sexuelles avec leurs organes, sexuels, c'est aussi Ouais. pour les gens qui on a aussi une sexualité même si on ne pratique pas, parce qu'on a un corps, parce qu'on a du désir et que ça fait partie de nous en tant qu'être humain, quoi. Ouais. Ça pourrait être mal Je- interprété ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris. On est un être sexué et donc il y a quand même des choses qui se passent dans notre corps au niveau de la sexualité, même s'il y a pas de pratique sexuelle. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça voudrait dire qu'on est, enfin, j'ai l'impression quand on parle d'abstinence ou qu'on choisit l'abstinence pour soi-même, on n'est que dans un truc où on a que des limitations Ouais, et on a que des non et non et non à poser de manière successive, mais il y a peut-être aussi des choses dans la sexualité en tant que célibataire où ça nous permet des choses que Dieu voulait nous permettre en tant que célibataire abstinent. ouais, carrément. Mmh. Mais je me questionne de quelles sont les définitions, quel est le cadre de ce que ça permet, mais je pense les besoins relationnels que le fait qu'on ait un être sexuel provoque, Ouais, le désir de fusion et tout ça, ou le désir d'être proche et d'intimité, qui peut se manifester dans la relation sexuelle, mais juste aussi par une discussion profonde et intéressante et personnelle, je pense que ça se nourrit aussi du fait qu'on est des êtres sexuels. ouais, ouais, on anticipe un peu du coup sur tes autres questions parce que j'avais des choses à dire Ah, là-dessus, pardon. mais oui, il y a la question de l'intimité. En effet, la question de est-ce que l'intimité, elle est forcément sexuelle et est-ce que oui ou non les célibataires peuvent vivre une certaine intimité et vivre ce désir d'intimité, même sans relation sexuelle? C'est une très bonne question. Très bien, donc je plonge vers la deuxième question alors, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à 15 ans sur la sexualité? Alors il y a des trucs que j'ai entendus déjà, hein, pour commencer, il y a des choses qu'on m'a dites Ouais. et qui étaient très, très utiles et que je pense qu'il faut Genre, par exemple? continuer à dire. Ben, je pense que, un des trucs qu'on m'a dit et qui m'a beaucoup marquée, c'est l'idée que, la relation sexuelle, ça touche notre être tout entier. Parce que je pense que moi, avec mes potes, collège, lycée et cetera, je me rappelle d'une copine qui disait, «Le sexe, c'est comme le sport. C'est comme un sport, en fait». Dans le sens où c'est juste un truc que tu fais avec ton corps et donc c'est pas très grave s'il y a des sentiments et cetera et et je
et je pense assez vite, on m'a dit que non, en fait, la relation sexuelle, ça touche ton être tout entier. Moi, je me rends compte que je pense que dans la société, peut-être même aussi un peu dans l'Église, on est en fait hyper influencé par le dualisme grec. Tu sais, l'idée que l'être humain, est en fait constitué de 2 substances, le corps qui est voué au vieillissement, à la disparition et qui est plutôt pourri, et l'âme qui, elle, au contraire, est matérielle et éternelle et est fabuleuse, avec l'idée de dire que ton corps, c'est un peu nul et que ton âme, c'est bien. Et je pense que vraiment ce dualisme de Platon, il est hyper fort dans notre société. Il l'a toujours été, mais j'ai l'impression qu'il est particulièrement fort en ce moment, et que donc il y a l'idée de dire que tu sépares complètement, en fait. Tu peux faire quelque chose avec ton corps qui n'aura aucune conséquence sur ton âme, et tu peux avoir des activités spirituelles et ça va pas du tout impliquer ton corps. Et on a une vision des fois de la sexualité qui est un petit peu comme ça, et que mais c'est pas la peine d'avoir des sentiments, parce que de toute façon ça crée juste des réactions chimiques dans ton corps qui n'ont rien à voir avec ton âme ou ton cœur, et cetera. Hem et donc déjà pour toi, mais même ça peut être aussi vécu dans où l'autre il n'est que qu'un corps, tu vois? Tu vas avoir une Mmh. relation sexuelle où en fait l'autre n'est qu'un corps. Et donc l'idée qu'on n'a pas besoin d'être amoureux, pas besoin d'être engagé dans toute notre personne. Mais en fait, pour moi, c'est évident qu'on est un quoi, on est, corps et esprit, et que quand on dans la relation sexuelle, on se donne en fait et on se donne entièrement. Et je pense que moi, c'est un des trucs que j'aurais peut-être aimé qu'on m'explique plus à 15 ans, parce qu'on m'a juste dit, «Si, si, c'est pas que du sport», mais peut-être qu'on m'explique plus justement cette histoire de soit tu sépares complètement le corps et l'esprit, soit tu comprends qu'en fait les 2 sont complètement unis et que c'est faux en fait quand tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose avec ton corps qui aura aucune conséquence, je veux dire, on sait que même le fait de mal manger, en fait, ça a des conséquences Mmh. sur ton esprit et sur la façon dont tu vas te sentir, si tu te sens heureux, malheureux, et cetera. Et c'est évident que les relations sexuelles ont une conséquence aussi sur ton corps et ton âme, parce qu'on n'est pas juste un corps. On est des êtres. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est ce point-là du fait que ça nous lie profondément à l'autre. Moi, je l'entendais que dans le truc de il faut être abstinent parce que ça nous lie profondément à l'autre, que comme une justification de pourquoi il faut pas coucher avant le mariage, alors qu'en fait les implications de ce que ça veut dire, même pour le mariage, ça devrait être ça qui est mis en avant en fait. De la sexualité, c'est quelque chose qui lie dans le mariage et qui est un terrain difficile, mais qui enfin, moi, je trouve ça triste parce que cette réalité qui est incroyable de profondeur et de d'implication, en fait, c'était que pour dire il faut pas Ouais, coucher avant le mariage. ouais, ouais, je suis d'accord. Alors qu'en fait, il y a des trucs, enfin, il y a des trucs fous aussi sur le fait d'encourager les gens, les fiancés et tout, à vraiment développer une vraie relation, intime, parce que le corporel, suivra, quoi. Et aussi dans le couple, prendre au sérieux les difficultés sexuelles, parce qu'encore une fois, on n'est qu'un tout et qu'on peut pas juste dire: «Bon, le sexe, c'est nul, mais c'est pas grave, on s'aime quand même». De vraiment prendre au sérieux tout ce vécu-là. Et je pense en vrai, il y a 10 enfin, de cette question-là, il y a 10 fois plus d'implications pratiques pour les gens qui sont en couple que pour les gens qui sont abstinents. Mais pour nous, ça veut quand même dire, pour les personnes qui sont célibataires, ça veut quand même dire que le genre de que juste trouver, pour nous qui sommes des filles, que juste trouver un mec désirable, ça va pas suffire en fait à tenir un couple. Parce que la relation sexuelle, elle est pas déconnectée de tout le caractère, et cetera, et que tu peux pas juste tenir un couple sur le fait que le mec, tu as du désir sexuel pour lui. Il va falloir qu'il y ait derrière une connexion, je sais pas, psychologique, spirituelle, et cetera, pour que le truc continue à vivre. Parce qu'en fait, on est un tout et que c'est pas 2 choses qui sont totalement différentes et totalement Et à séparées. l'inverse, si on dit c'est pas grave l'attirance physique, c'est quand même important aussi de trouver que Exactement, la personne avec qui on se marie est plutôt jolie, quoi. c'est clair. Ouais, c'est clair. L'autre truc qu'on m'a pas dit, le truc qu'on m'a pas dit, mais je ne blâme personne, et qui pour moi a été j'ai découvert plus tard et pour moi a été hyper fort, que j'aurais aimé qu'on me dise à 15 ans, c'est que la relation sexuelle ne constitue pas la masculinité et la féminité. Qu'en gros, il te manque pas quelque chose en tant qu'homme ou en tant que femme si tu n'as pas de relation sexuelle. Moi, j'avais un peu l'impression qu'en gros, j'étais pas complète en tant que femme, tant que j'avais pas connu ça, et ne parlons pas des mecs, parce que c'est encore plus fort chez eux, je pense, que tu es pas vraiment un homme, tant que tu as pas eu de relation sexuelle.
Je pense que c'est vraiment important de dire, on l'a déjà dit un peu, mais on est tous des êtres, sexués et être sexuellement actif, c'est pas obligatoire pour être un être humain à part entière. Et je pense le truc qui m'a frappée moi, c'était justement, au début de ma vie chrétienne, quand tu regardes à Jésus. Jésus, c'était un homme masculin avec des organes sexuels masculins et c'était sans doute l'homme le plus homme qu'on a pu trouver en termes de masculinité, virilité et cetera et il a jamais eu de relation sexuelle. Et ça le diminue pas en tant qu'homme. Ça fait pas de lui un faux homme ou un homme, une femmelette ou j'en sais rien quoi. Hem et moi, ça m'a vraiment frappé de me dire, en fait, je me suis rendu compte qu'une partie de moi pensait que être un homme complet ou être une femme complète, c'est passer par les relations sexuelles. Et c'est là où il y a la question de l'intimité qui est importante. C'est que, qui on est la Bible nous dit qu'on est créés hommes et femmes et qu'on est créés pour être en relation les uns avec les autres et c'est là où tu peux te dire, moi je me rappelle, de en cours de théologie, il y a très, très longtemps, il y avait un mec qui avait dit, je ne sais pas ce qui est devenu ce gars-là, mais il avait dit: «Oui quand même, les gens qui se marient pas et qui ont pas qui ont pas de relations sexuelles passent un petit peu de la raison pour laquelle ils sont créés, parce que bon, l'homme a été créé pour la femme et la femme a été créée pour l'homme». Alors je suis déjà contente. Déjà, j'étais contente qu'il pense à la réciprocité, parce qu'il aurait pu juste dire ça des femmes, donc j'étais un peu heureuse. Mais cette idée de dire qu'on comprend Genèse 2, le fait qu'on crée l'homme et qu'on crée la femme et qu'on les crée pour être un vis-à-vis l'un pour l'autre, comme le fait que si tu es pas dans le couple, tu passes à côté de la raison pour laquelle tu es créé. Mais je pense que les hommes et les femmes, sont créés pour vivre cette altérité que Dieu veut avec les êtres humains, comme un modèle de l'altérité que Dieu veut pour avec les êtres humains, mais ça se vit pas que dans la relation sexuelle. Ça peut se vivre aussi de 1000 manières. Moi, je le vis avec mes amis garçons, je le vis avec les mecs avec qui je travaille, je le vis avec les hommes de ma famille, cette altérité et le fait de vivre une intimité avec celui qui est autre et celui qui est autre, c'est pas celui qui est d'un genre différent, hein. Ça peut juste être aussi, l'autre être humain à côté de toi, quel que soit son genre. Ça, c'est au cœur de l'expérience, même de l'expérience sexuée, du fait qu'on est homme et femme, c'est cette intimité et on l'a déjà dit un peu, mais pour moi, l'intimité, elle ne se vit pas que dans la relation sexuelle. Elle se vit déjà dans la relation à Dieu, heu, qui est la seule intimité qui comble et puis même aussi avec les amis, des gens avec qui tu te vulnérabilises, des gens avec qui tu es vrai et franchement, moi, mon expérience, c'est qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui ont des relations sexuelles, mais qui ont aucune intimité ni avec leur conjoint, ni même avec d'autres personnes autour. Parce qu'ils ont construit toute la vie autour de leur couple. Ils n'ont pas développé des relations intimes avec des amis. Et parce que leur couple, à un moment donné, bat de l'aile, etc., en fait, ils sont même plus intimes avec leur conjoint. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un truc hyper important qu'il faut qu'on dise aux jeunes aujourd'hui, que la relation sexuelle ne définit pas la masculinité et la féminité et que t'es pas une moitié d'homme, une moitié de femme, parce que t'as pas connu les relations sexuelles, quoi. Je pense que c'est hyper important. C'est Et clair. le troisième truc, attends, peut-être tu as un truc à dire là-dessus. Oui, par rapport à la par rapport à l'intimité, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, si on dit que la seule intimité, l'intimité, c'est la relation sexuelle, en gros, tu vas même pas t'entraîner quand tu es célibataire à développer de l'intimité, non sexuelle avec les gens autour de toi et ça met une pression sur la relation sexuelle pour te combler de quelque chose qui n'est pas censé être la seule chose qui te comble et du coup, ben, ça va encore moins te satisfaire, ça va être, encore plus un terrain, difficile et blessant parce que tu mets beaucoup trop d'attentes dessus et je trouve que enfin ce que tu dis sur autant sur le fait de se définir en tant qu'homme et femme dans la relation sexuelle et le fait de chercher l'intimité là où elle est et pas que dans les relations sexuelles, c'est hyper important parce que sinon ça enfin c'est d'une violence ouais. Mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi à quel moment est-ce que c'est devenu, la relation sexuelle, le lieu par définition d'intimité? Parce que c'est absurde. Les enfants connaissent une intimité avec leurs parents. Mmh. Et on se dit pas enfin, tu vois? Et il y a une intimité déjà dans l'enfance qui est vécue au cœur de la famille et cetera et qui est pas du tout, sexuelle, sauf dans les familles Sauf complètement si tu es psychanalyste. mais tu Bah, donc c'est peut-être un héritage de la psychanalyse en vrai ouais, parce ouais. que ils ont défini toute l'intimité, du jeune enfant avec la mère et le père comme un enjeu sexuel.
Mais ça, c'est fou, enfin, c'est complètement fou et puis même dans le couple, tu as des saisons de vie, des fois après les grossesses ou à d'autres moments où en fait dans le couple, tu peux pas avoir de relations sexuelles. L'intimité, elle est pas juste créée par le souvenir des relations sexuelles qu'on a eues l'année dernière ou il y a 3 ans, tu vois? L'intimité, elle enfin et je sais pas pourquoi, je pense que ça c'est lié un peu à nos options, à nos obsessions et aussi quelque part, c'est plus simple de penser l'intimité par la relation sexuelle que de la penser par la vulnérabilité. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple d'avoir une relation sexuelle que de commencer à parler de soi et à assumer les trucs qu'on a derrière soi. Donc je pense que c'est un peu de l'intimité à bas prix, tu vois? De l'intimité un peu de seconde zone qui me demande juste de me mettre nue et de laisser quelqu'un pour nous, de laisser quelqu'un rentrer dans mon corps ou d'aller dans le corps de quelqu'un. Mais ça me demande pas de me vulnérabiliser vraiment, ça me demande pas de parler de mes peurs, de parler de mes fractures et cetera. Donc c'est un peu de l'intimité facile, c'est de la fusion un peu facile quoi, tu vois? Qui demande pas beaucoup de travail sur soi. Mais pour moi, c'est pas, de l'intimité qui ne serait que de la relation sexuelle, pour moi, c'est de l'intimité qui est de mauvaise qualité en vrai. Et je soupçonne très fortement que c'est aussi du coup de la relation sexuelle de mauvaise qualité. Alors qu'une relation sexuelle qui est le fruit d'une vraie intimité, d'une vraie vulnérabilité, il y avait une étude qui était faite, j'ai lu un bouquin trop bien, que je vous conseillerais sur mes 2 centimes à la fin, où le gars faisait alors c'est aux États-Unis, c'est, États-Unis et Angleterre, donc c'est pas des chiffres français, mais à mon avis, c'est à peu près pareil, où le mec faisait des études où les gens devaient noter la qualité et la longueur de la relation sexuelle. Non, la régularité et la longueur de leur relation sexuelle et c'était prouvé qu'en fait, les gens qui notaient le mieux leur relation sexuelle, c'est-à-dire qui en avaient le plus souvent et qui trouvaient que c'était de meilleure qualité, c'était les personnes qui étaient en couple avec la même personne depuis plus de 20 ans. Mmh. C'était eux qui avaient les meilleures notes, qui disaient: «Ouais, moi, je note ma sexualité, je sais plus, c'était sur 10, je pense, je la note à 8 ou 9 et tout et les gens plus les gens étaient ensemble depuis moins longtemps, plus ça baissait et ceux qui étaient, pas en couple et qui papillonnaient à droite à gauche, c'était encore plus bas et ça, c'est frappant. Ça veut dire qu'en vrai, quand tu connais bien la personne, quand tu as une intimité qui est développée depuis longtemps et tout et ben, en fait, ta relation sexuelle, elle est de meilleure qualité. Ça dit des choses hyper fortes sur justement que l'intimité, c'est pas la relation sexuelle, c'est autre chose et ça va se vivre dans la relation sexuelle, quoi. Oui, ça donne beaucoup d'espérance aux couples qui sont en galère sur le terrain de la sexualité en ce moment, Carrément. parce que ça peut aller vers le mieux quand même. Ouais, ouais. Donc, tu allais dire une dernière chose sur cette Ouais, question. dernier truc, que j'aurais bien aimé qu'on me dise, peut-être pas, est-ce qu'à 15 ans, j'aurais été prête à l'entendre? Ouais, si, je pense qu'à 15 ans, j'aurais été prête à l'entendre. J'aurais aimé qu'on me dise que le couple ne règle pas, tout notre rapport compliqué au sexe. Je pense particulièrement, nous, en tant que chrétiens, dans l'Église, quand on parle du péché sexuel, on parle des relations hors mariage. Mmh. C'est le seul péché sexuel qui existe et donc sous-entendu, quand tu es Dans célibataire l'Église, dans pas l'Église, dans ouais. la Bible, hein. Ouais, ouais. Non, non, pas dans la Bible, juste dans l'Église. Sous-entendu, quand tu es célibataire, ouh là là, il y a un vrai risque, il y a un vrai risque, mais une fois que tu es marié, ça y est, c'est bon, on est plus inquiet. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise: «En fait, la sexualité, c'est un lieu, de vulnérabilité très forte et potentiellement où on peut être très abîmé et on peut être très abîmé avant d'être, quand on n'est pas marié, mais on peut continuer aussi à vivre des choses destructrices dans le mariage et dans le couple». Je pense cette idée que le péché sexuel existe et qu'en fait, il n'est pas plus existant pour ceux qui, n'ont pas de relation sexuelle ou qui sont pas censés en avoir que pour ceux qui en est. Ça, c'est vraiment quelque chose hem, que j'aurais aimé entendre, quoi. Juste pour éviter d'idéaliser le couple et éviter de mettre dans sa tête de ceux qui n'ont pas de relation sexuelle: «Je galère avec ma sexualité, je galère avec la pornographie, je galère avec la masturbation, machin, machin, mais c'est pas grave. Dès que j'aurai des relations sexuelles, tout ça, ça va se régler, quoi». C'est pas juste déjà parce que ça fait vivre toute une partie de la population dans le déni et dans l'illusion et plutôt que d'affronter les problèmes et que d'essayer de les régler, tu espères une sortie qui te demande pas d'effort et en plus ça crée du coup des difficultés après dans les couples de ouf parce qu'en fait c'est pas vrai. Dans le couple, tu traînes déjà tes problèmes d'avant et puis même tu en as des nouveaux. Je pense que la question de l'abus sexuel dans le couple notamment, je suis pas une spécialiste, donc je vais pas en parler beaucoup, puis on aura peut-être d'en parler, mais sans aller même jusqu'au viol conjugal, juste le non-respect du consentement avec un peu de chantage affectif, avec un peu de pression et cetera.
c'est quelque chose qui est quand même beaucoup vécu, mais dont on parle jamais. On n'en parle jamais, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas exister, chez les couples chrétiens, alors qu'en fait ça existe. Le non-respect du consentement, soit avec vraiment quelque chose de violent, de l'ordre de «je force», ou alors avec des trucs un peu plus, pervers et manipulateurs où je fais un peu de chantage et cetera. C'est quelque chose qui existe et moi j'aurais aimé entendre en fait qu'il y a pas que moi qui dois faire des efforts, qu'en fait, la sexualité c'est un lieu parce que je pense que ce que je disais au début, c'est un lieu très où on vit un peu toute notre expérience humaine, de façon forte avec ce côté fusion et puis égoïsme. C'est un lieu où particulièrement on est attaqué, où particulièrement on peut partir en cacahuète et que ça va être tout le temps, quoi. Quel que soit ton statut, il faut faire hyper attention sur la façon dont tu vis ta sexualité et il faut faire aussi hyper attention, quand tu es en couple et que tu aimes très fort ton conjoint et qu'a priori tu te dis: «Il y a pas de raison que ça se passe mal». Même là, en fait, il y a des tentations alors je pense à au non-respect du consentement parce que c'est un peu un gros sujet en ce moment, mais il y a d'autres choses en fait où dans le couple, moi j'aurais bien aimé qu'on me dise que, que le couple ne règle pas, toutes les difficultés, par rapport au sexe et que c'est quelque chose avec lequel tu vas devoir, un point d'attention qui va durer toute ta vie en fait. Quelle que soit ta situation, toute ta vie tu vas devoir, te regarder, réfléchir, penser à l'autre, réfléchir à quelle image tu as de ta sexualité et cetera et toute ta vie tu vas devoir faire des efforts pour, vivre une sexualité qui est vraiment saine et épanouissante. Oui, parce qu'en fait, c'est excellent ce que tu dis. En gros, il y a pas de rupture, entre le moment où tu es célibataire et le moment où tu te maries et donc il y a pas de remise à 0 des compteurs. Il y a pas de en Ouais, fait, et c'est pas juste si tu te comportes mal dans ta sexualité en tant que célibataire, ça va pourrir ton futur mariage. C'est aussi, en fait, si tu pas enfin, si tu pas à bien vivre ta sexualité en tant que célibataire, tu vas le traîner dans ton mariage et tout ce que tu as travailler dans ton célibat, ça va profiter à ton mariage. Et ça, c'est ouf. ouais, Enfin, je trouve ça vraiment magistral parce que ça donne. Bah, déjà, il n'y a plus en tant que célibataire de dire ah oui, mais c'est facile, eux, ils sont mariés. Moi, j'ai bien le droit de faire ce que je veux parce que j'ai des hormones aussi et tout. Il n'y a pas de justification parce que ça. Ouais, trop bien. ouais J'aime et ça. et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, travailler sa sexualité quand on est célibataire, c'est pas juste apprendre à se retenir, c'est pas juste apprendre à être abstinent, c'est aussi apprendre à connaître son corps. Ouais. Alors chaque personne va le faire, en fonction de ce qu'il se sent prêt à faire, mais je pense dès comprendre comment fonctionne ton corps et c'est ça qui va t'aider à le gérer, en fait. Je trouve être dans la négation totale du corps et du fait que tu as du désir sexuel en pensant: «C'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard et tout», en fait, c'est tout aussi destructeur et je pense que le fait de prendre conscience de ce qui t'excite, de ce qui t'excite pas, de comment tu réagis et cetera et plutôt que de dire: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je suis excitée», de te dire: «Tiens, ça, c'est marrant, je suis excitée, pourquoi? Qu'est-ce qui m'excite?» et d'essayer de comprendre un peu comment tu fonctionnes. Je sais qu'il y a des gens que ça terrifie. Des fois, je dis ça à des étudiantes, elles me regardent avec des yeux, elles sont complètement paniquées. Elles ont l'impression que je leur demande quelque chose de faire quelque chose de mal. Mais je pense qu'en fait, on a besoin aussi parce que ça aide justement à gérer. Ça aide justement à avoir un rapport à ton corps qui est pas un combat permanent, mais qui est aussi, le fait d'avoir du désir sexuel, c'est hyper positif. Même si tu vas pas pouvoir le combler avec un partenaire, juste le fait de voir que dans ton corps ça fonctionne, c'est vachement bien. Ça veut dire que tu es câblé correctement, ça veut dire que tu vois? Et de vivre cette positivité-là aussi du désir sexuel qu'il y a dans ma vie en tant que célibataire et de prendre conscience de ça, et de faire la différence entre, le désir sexuel et le péché sexuel, qui n'est pas la même chose. Le fait d'avoir du désir, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce désir? Comment je vais l'entretenir? Est-ce que je vais commencer à penser à une personne qui ne m'appartient pas et même m'imaginer avec elle et cetera? Ou est-ce que je vais juste prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps et puis en tirer des conclusions, quoi? Et je trouve que des fois, on n'est pas très, peut-être ça aussi, c'est un truc que j'aurais dû me dire. Quand tu as du désir sexuel, tu es pas en train de faire quelque chose de mal. Tu es pas en train de c'est pas mauvais, quoi. Ça Ouais. veut juste dire que tu es un être humain, complet, que tu es dans la dans la fleur de l'âge et que ta libido va bien et que c'est une bonne nouvelle que ta libido va bien. Ouais, moi je te rejoins parce que je pense que les signes d'excitation dans notre corps, c'est aussi Dieu qui nous invite à l'intimité. Donc si on est célibataire et qu'on a choisi l'abstinence, c'est pas l'intimité sexuelle, mais pour moi c'est notre corps qui nous manifeste qu'on a besoin de connecter avec quelqu'un. Ouais, Et,
Et si on l'accueille pas comme ça, si on l'accueille comme oh là là, je suis vraiment un gros tas et c'est ignoble ce qui se passe dans mon corps, bah en fait on refuse l'invitation positive que c'est. C'est juste que il faut être conscient que ben c'est pas si simple de gérer cette excitation là, c'est pas si simple de gérer ce que ça produit dans notre corps, mais c'est hyper important peut-être que la tentation ce serait de nous replier sur nous-mêmes parce qu'on a honte, mais alors qu'en fait je crois que c'est une invitation à aller vers l'autre et pas pour avoir des relations sexuelles bien sûr, je précise. Si on est marié si, mais si on n'est pas marié non. Mais ouais, je pense que c'est un peu mystérieux quand même. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Alors du coup, la question c'est, qu'est-ce que tu as besoin de te rappeler aujourd'hui sur la sexualité? Je Et là, pense c'est un que c'est petit peu cette question. vulnérable, alors on peut changer la Non, 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 formulation de la ça va, ça question va. si Je tu pense veux. que c'est cette question d'intimité, justement. Le fait que je peux connaître l'intimité même si j'ai pas de relation sexuelle. Ouais. J'ai besoin de me rappeler parce que du coup, ça me pousse à faire des efforts de vulnérabilité. Hem, c'est assez intéressant que les spécialistes, ils parlent de vie affective et sexuelle. Ils parlent jamais juste de vie sexuelle. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est pas juste le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est aussi la vie affective. C'est le fait justement de connecter avec des gens sur le plan affectif. Et je pense que, hem, pour les célibataires, qui ont jamais eu de relations sexuelles, mais aussi pour les célibataires qui ont déjà eu des relations sexuelles, c'est important de vraiment dire qu'il y a une vie affective qui est à la portée de nos mains. Hem, Déjà, je pense pour moi, c'est hyper important. Je crois profondément que l'intimité avec Dieu, l'affectivité avec Dieu, c'est la seule qui comble vraiment et ça va être le premier lieu où je vais en fait vivre de l'intimité. Alors je sais que c'est pas tout à fait la même chose qu'avec un être humain que tu peux, heu, avec qui tu peux faire des Taper. câlins, mais je pense qu'il faut pas négliger cette partie-là parce que c'est aussi important pour les couples que le premier lieu de ton intimité, où vraiment tu vas te sentir complètement regardé tel que tu es, aimé, accepté, et fusionné, c'est pas un vrai mot, mais voilà. C'est d'abord avec Dieu et moi c'est d'abord un appel qui m'aide à comprendre qu'il faut que j'entretienne cette intimité avec Dieu parce que c'est elle qui va me combler plus que toute expérience, sexuelle, fabuleuse. Mais aussi le fait que c'est pas juste aimer Dieu, c'est aussi aimer les autres et aimer les autres, c'est pas juste aimer mon conjoint et ça marche, je pense, pour les célibataires comme pour les mariés, comme pour les gens qui sont mariés. Aimer les autres, c'est aussi aimer les gens qui sont autour de moi et que, hem, il y a de il y a vraiment de la place pour ce développement d'intimité, pour cette vulnérabilité, pour le fait d'être dans l'intimité de quelqu'un et même pour une proximité physique. Alors c'est pareil, ça va demander, de faire attention en fonction de qui tu es et de à quoi tu es, comment tu es sensible et tout. Mais une proximité physique avec les gens, autour de toi, hem, le fait de se prendre dans les bras et cetera. Moi, c'était mon traumatisme du confinement. Moi, je me suis toujours définie comme une personne qui avait pas vraiment besoin de contact physique, je dirais non, je suis pas très tactile et tout. Mais en fait, le confinement, meuf, le fait de passer autant de mois chez moi à ne toucher personne et à n'être touchée par personne. Premier week-end de mon confinement, j'ai gardé mes neveux et nièces. Mon 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 frère et ma belle-sœur et ma sœur et mon beau-frère sont partis, en week-end et j'ai gardé les 5. Mais j'ai passé mon temps à être collée à eux. Ils en avaient marre, ils étaient là: «Bon, tu peux arrêter de nous faire des câlins, s'il te plaît?» J'étais littéralement collée à eux H24 parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de contact physique. Ouais. Et c'est des trucs qu'on peut vivre. On peut le vivre avec nos amis et cetera et je pense qu'il y a moi, j'ai besoin de me rappeler qu'en fait et j'ai non seulement besoin de me rappeler que c'est possible, mais besoin de me rappeler que c'est pas de l'intimité, hem, tu sais, de mauvaise qualité, quoi. C'est pas: «Ah, dans l'idéal, ce qu'il me faudrait, c'est un mari et avoir des relations sexuelles, mais bon, j'ai pas ça, donc heureusement, j'ai mes amis à qui je peux faire des câlins». C'est pas du tout un pis-aller, quoi. C'est une vraie intimité qui comble parfaitement et qui peut vraiment être un facteur ouais, de vulnérabilité, de connaissance de l'intimité dans la vie, quoi. Heu et je pense que c'est vrai pour moi, j'ai besoin de me le rappeler, mais j'ai besoin de rappeler aussi aux couples autour de moi que ce qu'on disait, c'est pas la relation sexuelle qui fait l'intimité.
C'est l'intimité qui fait la relation sexuelle et c'est important de mettre l'intimité, avant. D'autant plus qu'on est vraiment dans une société où en fait, tu vois, enfin dans la plupart des films, qu'on voit, les gens ils ont une relation sexuelle avant de se dire qu'ils s'aiment Ouais. et qu'en fait c'est la relation sexuelle qui va leur faire dire: «Ah oui en fait c'est ça qui crée l'intimité et c'est ça qui va faire qu'on va s'aimer». Alors qu'en fait en vrai c'est l'inverse quoi. C'est l'intimité qui va faire que, parce que la relation sexuelle elle dure qu'un instant en vrai et puis les couples ils passent pas leur temps à faire l'amour, hein, ils ont bien d'autres choses à faire et que heureusement que ton couple il est basé sur quelque chose de plus profond que juste les relations sexuelles. Ouais. Hem, ouais. C'est beau cette notion d'intimité et que c'est vrai que c'est aussi le privilège du célibat. C'est moi qui parle de privilège du célibat, on voit toute l'ironie de l'affaire. Euh, c'est le fait qu'on est forcé d'aller chercher de l'intimité ailleurs et qu'en fait on peut pas survivre en tant que célibataire. Peut-être qu'on peut survivre en couple avec cette intimité de bas étage juste dans les relations sexuelles, peut-être. Mais en tant que célibataire, on peut pas survivre longtemps si on cherche pas à développer des relations intimes et profondes avec les personnes autour de nous, quoi. Ouais et même dans le couple, je pense que franchement, non, ils survivent pas. Ils font peut-être croire qu'ils survivent, mais en vrai, ils survivent Oui, pas. oui, ils sont pas très heureux, quoi, c'est clair. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment, et c'est dommage franchement, je trouve de se limiter à ça, quoi. C'est vrai. Pour terminer cet épisode, Marion, quels sont tes 2 centimes sur ce sujet de la sexualité? Ouais, mes 2 centimes, ce serait 2 livres, que je vous encourage à lire. Un bouquin, ça s'appelle, Hourra pour le vajayjay. Vajayjay, c'est, une expression que Oprah Winfrey a utilisée pour, dire le mot vagin, mais, l'éditeur pensait que c'était pas possible de mettre Hourra pour le vagin et de vendre ce livre-là dans les librairies chrétiennes, donc c'est Hourra pour le vajayjay. C'est Rachel Rachel Dufour. Dufour. En fait, c'est pas un livre qui est très, c'est pas un livre qui est très profond sur la sexualité, mais moi franchement, juste le fait que ce livre existait, ça m'a rendue heureuse. Parce qu'elle parle vraiment de manière très crue. C'est la sexualité, féminine du, berceau au tombeau. Elle parle de manière très crue de tout ce qui se passe dans le corps de la femme, mais je pense qu'il faut que les mecs le lisent aussi et un petit peu de comprendre justement qu'on est un être sexuel dès l'enfance et c'est pas freudien, c'est pas l'idée de dire que toutes nos relations sont sexuelles et ça, je pense que enfin, voilà, je pense qu'il faut, juste savoir qu'il existe et jeter un coup d'œil. C'est très court, ça se lit très bien. Il y a pas de réflexion très, très profonde sur la sexualité, elle va un peu vite, elle balaye vraiment, mais c'est si pour vous juste parler de sexualité, c'est un truc, qui vous met très, très mal à l'aise, que vous êtes célibataire et tout, commencez par ce bouquin-là, ça va vous faire un petit peu l'électrochoc et l'autre livre qui moi m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, mais c'est un petit peu différent, ça c'est en anglais par contre, c'est Glenn Harrison, A Better Story. C'est un livre, c'est plus de l'apologétique de la sexualité. C'est un peu en gros, il part du principe que chez les chrétiens, on vit ce modèle biblique de la sexualité, qu'en gros, la sexualité, c'est réservé pour le couple, et donc il y a de l'abstinence avant et puis à la fin dans le couple, c'est vécu comme, 2 seuls partenaires et cetera. Mais qu'en fait, la plupart des chrétiens le vivent comme étant un peu une croix à porter. Genre, c'est nul, j'aurais été bien plus épanouie sexuellement si j'avais pu avoir des relations sexuelles plus tôt, si j'avais pu faire plein de choses différentes avec des gens différents. Mais ma foi, je suis chrétien, donc tant pis pour moi, j'accepte le package et j'accepte de vivre cette sexualité-là. Et lui, il dit en fait non, pas du tout. Le modèle biblique de la sexualité, c'est le modèle qui va nous permettre d'avoir la vie sexuelle, une sexualité la plus épanouissante, et dans le célibat et dans le mariage. Et il le montre non seulement par la Bible, mais il le montre aussi avec des études pertinentes sur les conséquences de la révolution sexuelle. Aujourd'hui, alors comme je disais, c'est surtout aux États-Unis et en Angleterre. C'est un super bouquin. J'espère qu'il sera traduit en français bientôt. Donc je vous conseille de le lire et puis peut-être le dernier truc qui n'est pas une lecture, mais on a un peu parlé du fait que peut y avoir de la honte sur ce sujet, qu'on a un peu des sujets de discussion où en fait on répète un peu les clichés, les présupposés, les choses qu'on entend dans la société, on les répète un peu bêtement sans prendre de recul et que les trucs qu'on vit qui semblent être différents de ce narratif-là, on n'ose pas trop en parler, soit parce qu'il est différent du narratif de ce qu'on est dans la société, soit parce qu'il est différent du narratif de l'Église. Mon truc, c'est je vous encourage franchement à en parler parce que vous allez vous retourner, vous allez dire à la personne: «Eh mais je galère avec ça» et elle va vous dire: «Ah mais tu sais quoi? Moi aussi» et vous allez pouvoir avoir une discussion,
vraiment vulnérabilisante, mais qui va amener de l'intimité et qui va vous aider à prendre du recul sur ce que vous vivez et aussi à prendre des décisions, pour la suite de votre vie et réfléchir et regarder qui vous êtes. Et le dernier truc que j'ai à dire, c'est que pour les célibataires, la façon dont vous allez gérer votre sexualité, c'est pas juste en mettant des limites, c'est aussi en acceptant qui vous êtes, en acceptant ce qui se passe dans votre corps en vivant pleinement votre expérience d'être humain. Hem, je sais qu'il y aura un épisode sur la pornographie et on en reparlera, mais par exemple, si on prend l'exemple de la pornographie, on n'arrête pas la pornographie juste en mettant des filtres sur son ordinateur, quoi. On arrête la pornographie en se posant, en se disant: «Tiens, qu'est-ce qui se passe juste avant que j'allume cet ordinateur? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête? Qu'est-ce qui me pousse, en fait, à me dire: "Vas-y, là, c'est bon, je vais regarder du porno"?» Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est parce que je me sens seule? Essayer de s'auto-analyser un peu pour comprendre comment on fonctionne et c'est ça qui va nous aider à trouver des solutions, à travailler sur soi et à trouver des solutions qui sont beaucoup plus, belles et beaucoup plus fertiles que juste, mettre un mot de passe, sur son ordinateur que seul son pote à l'autre bout de la France connaît, quoi. Des trucs Mhm. un peu plus, positifs et qui vont aussi nous construire en tant qu'être humain et qui vont pas juste nous mettre des règles pour avoir l'impression qu'on n'est pas trop mauvais parce que ça fait un mois qu'on n'a pas regardé du porno. Amen. Excellent. Eh ben, on va mettre les références des livres dans la description de l'épisode, donc vous pouvez juste cliquer sur le lien. Merci beaucoup Marion pour tes apports. On se retrouve très bientôt dans les experts dans quelques semaines. N'hésitez pas donc à aller poser les questions sur le Slido pour cette saison. Si vous avez envie que Marion donne des compléments sur ce qu'elle a dit, n'hésitez pas. Merci On a Marion. réussi à faire un épisode, pas long. C'est extraordinaire. Incroyable. Oui. Aussi, on est 2, alors que d'habitude, on est 3. Et en plus, d'habitude, des fois, on est 4. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain à 15h pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié ce qui a été partagé. Ça me semble important sur ce sujet de dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, donc n'hésitez pas du tout à venir nous retrouver sur Insta ou par mail pour nous dire s'il y a des choses qui vous ont choqué, qui vous ont encouragé. Ça nous fait du bien de savoir que les épisodes font réagir et que ça ne vous laisse pas indifférents. On est reconnaissant pour la confiance que vous nous faites de nous écouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, où que vous soyez encouragés.